السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères et sœurs, j'ai l'immense joie aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabaraka wa Ta'ala d'être avec un invité de qualité. Un invité de qualité de par le rôle qu'il occupe aujourd'hui par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala au sein de notre Ummah. Donc sans trop tarder, mon frère Abu Bakr, salam alaykum wa rahmatullah. Alaykoum salam wa barakatuh. J'aimerais que tu puisses introduire ton activité, te présenter, afin que la communauté musulmane fasse connaissance avec justement ce volet qui existe dans la Ummah et qui est malheureusement souvent ignoré. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'abord, barakallahu fik pour ton invitation. Je m'appelle Abu Bakr Ajdir et je travaille dans un sujet effectivement qui est, on va pas dire méconnu, mais pas assez connu, qui est le sujet de la finance islamique. Alhamdulillah, aujourd'hui on en parle de plus en plus. Et donc je travaille dans ce domaine depuis 2005 à peu près, l'année 2005, dans une société qui est une société de conseil installée dans plusieurs pays. Alhamdulillah, dans différentes régions du monde. Et moi je m'occupe au sein de ce groupe des activités dans le secteur, dans les pays francophones. C'est une société qui s'appelle IFAS, ou IFAS à l'anglaise, parce qu'elle est née en Angleterre, cette société. Et on accompagne les institutions financières, les autorités, les gouvernements, à la mise en place de la finance islamique, au sens très large du terme. Ça peut être des produits, ça peut être des réglementations, ça peut être voilà, différents sujets, mais toujours orientés, mise en place de la finance islamique, dont on va un peu plus détailler. Alhamdulillah, aussi en France, on accompagne les quelques acteurs qui la proposent depuis un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Tu as dit que vous avez en fait un comité éthique religieux qui valide ces opérations. En fait, comment on peut appeler ça finance islamique? Alors c'est vrai que dans ce mot finance islamique, il y a deux mots qui ont à eux, on peut en parler pendant des heures et des heures. La finance, d'abord qu'est-ce que c'est la finance? C'est ce grand marché, ce grand monde organisé dans lequel se rencontrent les agents économiques qui ont l'argent et ceux qui ont besoin d'argent. Donc dans ce monde de la finance, il y a un certain nombre d'acteurs et d'intervenants, parmi lesquels les banques, les sociétés de gestion, les assurances, etc., etc. Et maintenant, on rajoute la dimension islamique, donc dans cet univers de la finance, où il est question de vérifier et de s'assurer que les relations entre les différents agents économiques soient conformes aux règles et aux principes du droit musulman des affaires, fiqh al-mu'amalat, et pour veiller à ce que tout soit effectivement conforme aux règles du droit des affaires musulmans, qui lui-même s'insère dans un corpus réglementaire classique, conventionnel. On a besoin des experts de différents métiers. On a besoin d'avocats, on a besoin de juristes au sens large du terme, on a besoin de fiscalistes, on a besoin d'experts comptables, et on a besoin des experts en droit musulman des affaires. Nos ulama, nos savants, qui viennent apporter leur expertise dans son domaine-là. Et c'est eux, en quelque sorte, qui ont, on ne va pas dire le dernier mot, mais c'est eux qui sont les garants pour veiller à ce que ces produits financiers, qui sont des produits très complexes, il ne s'agit pas de valider un produit alimentaire ou de valider un processus d'abattage, mais on parle vraiment là d'une dimension. On va parler de contrats, de processus, de règlements de gestion, enfin bref, de beaucoup de choses sur lesquelles les ulama apportent leur analyse détaillée, parce que le droit musulman des affaires, alhamdoulilah, il est très riche, il est très large, et on arrive à trouver l'harmonie entre le droit musulman des affaires et le droit du pays dans lequel le produit financier est proposé. Et donc c'est un travail d'équilibriste qui doit être réalisé, et pour qu'à la fin, on s'assure que tout est conforme aux règles de la finance islamique. Et là, on a besoin d'un comité de conformité. Conformité par rapport à quoi? Par rapport à la finance islamique. Enfin, on fait al-mu'amalat en particulier. Donc je comprends qu'il y a des gens de science qui sont avec vous, qui vous accompagnent pour valider les process au niveau religieux. C'est pas laissé comme ça à l'aveuglette. Exactement, bien sûr. C'est pas laissé à l'aveuglette. Et très important de souligner qu'il ne s'agit pas simplement d'une analyse de surface. C'est-à-dire qu'on ne leur dit pas, voilà, un produit sans riba, par exemple, et vous
nous disent ah donc il n'y a pas d'intérêt donc c'est bon. Non non, c'est pas juste ça. Ça va vraiment dans le détail de d'abord quel est le contrat qui régit la relation entre les parties prenantes, et puis ensuite comment les termes de ce contrat et comment ce contrat il est exécuté. Donc là on va rentrer après dans des procédures, dans des outils, et dans des logiciels, etc., qui sont ceux des établissements financiers, au sens large du terme, et on va vérifier est-ce qu'à l'intérieur de cette institution financière, effectivement, les termes du contrat sont correctement exécutés. Et parfois, il y a l'institution financière, et puis il y a son écosystème, il y a les autres intervenants, les prestataires, les fournisseurs de services, etc. Donc il y a tout ce qu'on pourrait appeler, pour faire simple, l'infrastructure dans laquelle le produit financier vit, et on vérifie effectivement qu'il est conforme à chaque fois, à tout moment, aux règles définies par les ulama qui nous accompagnent. Mais toujours, il ne faut pas le perdre de vue, il faut que ce soit également conforme à la réglementation en vigueur. Ça, c'est-à-dire que ça va de pair. C'est très important de le souligner, ça, parce qu'il ne suffit pas de dire le droit musulman s'impose au reste. Parce qu'on peut avoir une règle de droit musulman qui dit telle chose, mais si elle ne rentre pas dans les cases de la réglementation, bah, ça veut dire que tout simplement le produit ne peut pas exister. D'accord ? C'est pour ça que finalement, ce qui a le dernier mot, c'est toujours l'autorité de l'institution financière. L'autorité de tutelle, on l'appelle d'ailleurs comme ça. Tantôt, c'est ce qu'on appelle l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel. En fonction du pays dans lequel on est, il y a toujours un travail qui se fait de concert entre les ulama et les autorités locales. Et si je me permets, en parlant de ça, les ulama, ce sont des gens qui connaissent le contexte ou c'est des gens de l'étranger qui ont un certain bagage et qui vont se prononcer sur des produits, sur des transactions ou un contexte qu'ils ne connaissent pas? Comment ça se passe? Comment vous faites pour concerter les savants sur vos produits? Alors, on va toujours chercher l'expertise. Le terme expertise, il est important. C'est qu'il s'applique également chez les ulama. On va chercher les experts, parce qu'on a des ulama, machallah, qui sont des généralistes, mais qui ne sont pas forcément des experts dans le domaine de la finance. Ils peuvent être des spécialistes, je ne sais pas moi, du droit du mariage, par exemple, qui fait partie aussi des mu'amalat. Mais le droit financier, le droit économique, il a aussi ses particularités, il a aussi sa dimension. Moi, je pense que généraliste, il touche un peu à tout, mais il n'est pas spécialisé. C'est ça, c'est ce que je veux dire par expertise. Vraiment spécialisé dans ce domaine. C'est ça, voilà. C'est vraiment, il peut être spécialiste du droit musulman, mais pas expert dans la finance. Tu vois. Et donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, on a ces ulama qui ont cette double compétence. Il y en a de plus en plus, en France et ailleurs, qui ont le fiqh al-mu'amalat, et en plus qui étudient le droit français, qui étudient le droit financier. Et donc, ça leur donne, machallah, cette double compétence. Un peu, c'est les lunettes avec les deux yeux, quoi, parce que ça leur permet de comprendre comment le texte du droit musulman peut s'appliquer dans le contexte du droit financier local. Et donc, alhamdoulilah, on a ces experts-là aujourd'hui qui ne sont pas très nombreux, parce que le sujet est technique et il nécessite quand même pas mal je ne vais pas dire d'années d'études, mais plutôt de pratiques. Parce que même quand on a étudié sur le plan théorique le sujet, quand on en arrive à la pratique, c'est encore autre chose. Nous-mêmes, on est des praticiens, ça fait une quinzaine d'années, un peu plus maintenant, et on est en constant apprentissage. On en apprend tous les jours parce que parfois, la réglementation, elle évolue. Et donc, il faut voir est-ce que le fiqh al-mu'amalat, il s'adapte à cette évolution ou pas. Mais alhamdoulilah, le fiqh al-mu'amalat pour le public francophone, c'est quoi? Le droit musulman des affaires, qui se découpe en plusieurs branches, parmi lesquelles il y a le fiqh le droit des ventes, etc. Je tiens à souligner que le chapitre du commerce est l'un des chapitres les plus complexes. Voilà, vraiment, il est très, 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 très complexe. Alhamdoulilah, il est riche. Il est riche, il offre beaucoup de solutions. Et il est vraiment complexe à maîtriser. Tout à fait. Alhamdoulilah que vous êtes sur ce volet, mashallah, qu'Allah vous récompense. J'aimerais savoir, est-ce que vous accompagnez des produits qui existent en France, à l'étranger? Quelles sont vos cibles? Alors nous, notre société, elle travaille donc essentiellement avec les institutions financières pour l'instant. Et on travaille, oui, avec les quelques acteurs qui le proposent en France, qui proposent des solutions de financement immobilier, le fameux financement Murabaha. On a été parmi les premiers, on a accompagné les premiers acteurs de cette solution. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'initiatives
qui viennent diversifier l'offre de finances islamiques en France, avec aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont de plus en plus aussi une volonté d'avoir une dimension internationale. Parce que certes, il y a le marché français et son potentiel, mais en réalité, la finance aujourd'hui, elle ne se regarde pas que à la lumière d'une zone géographique limitée à un pays, mais le droit, par exemple, bancaire, aujourd'hui, il est européen. Donc il y a des initiatives, alhamdoulilah, c'est peut-être celle dont on va parler aujourd'hui, qui ont une ambition, c'est ça qui est intéressant, qui ne se limitent pas uniquement à la France, mais qui ont des ambitions internationales, et c'est celle-ci qu'il faut regarder et encourager, parce que c'est ce qui leur donnera aussi cette force dont on a besoin, enfin dont une institution financière a besoin pour exister longtemps. Voilà. En parlant d'acteurs, j'ai reçu il n'y a pas très longtemps l'équipe MuskPay. Donc on a pu faire une petite vidéo, j'ai beaucoup apprécié leur projet. Surtout qu'alhamdoulilah, c'est validé par des gens de science que je connais, alhamdoulilah, et en qui je fais confiance. Et je sais que tu bosses avec eux. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur leur mode de fonctionnement? Alors MuskPay, d'abord, qu'est-ce que c'est? C'est un compte de paiement. Donc il se distingue d'un compte bancaire classique sur plusieurs aspects. C'est une banque? C'est pas une banque. Non, il faut faire très attention, parce que le terme banque, encore une fois, je suis très prudent parce que la réglementation, elle est stricte là-dessus. MuskPay n'est pas une banque. Si jamais MuskPay dit qu'ils sont une banque islamique ou quoi, et là, on va leur tomber dessus, on va leur dire attention, c'est de la publicité mensongère. C'est un établissement de paiement. Il faut bien faire la différence entre un établissement de paiement ou un service de paiement comparé à une banque. Parce que, par exemple, une banque, elle fait du crédit. Par définition, une banque, c'est un établissement de crédit. Elle prend les dépôts, les comptes courants qu'elle transforme en crédit. Là, MuskPay ne font pas de crédit. Donc, ils ne peuvent pas revendiquer un quelconque positionnement en tant que banque. Donc, sur ce compte de paiement, on appelle ça quand même un compte, on peut faire des virements et on peut faire un certain nombre de paiements avec un tas de fonctionnalités, de rapidité. On peut ouvrir plusieurs comptes, on peut faire des virements d'un compte à l'autre en quelques instants depuis son téléphone. Et on peut avoir, par exemple, quand on est une famille, je sais pas, si tu as des enfants, bah, tu vas pouvoir attribuer une carte ou un compte à chacun de tes enfants qui aura son propre relevé d'identité bancaire. Donc on est quand même dans le monde bancaire, c'est pas une banque, et tu pourras faire des virements d'un compte à l'autre en quelques instants depuis ton téléphone, et tu pourras également suivre les paiements des uns et des autres. Et puis si tu décides qu'à un moment donné tu veux arrêter une carte, tu peux l'arrêter en quelques instants également, commander une nouvelle carte. Voilà, tu peux vraiment avoir plusieurs comptes de paiement, chacun avec son propre RIB, qui va fonctionner comme un compte bancaire classique, moins tous les risques de découvert, par exemple, parce que quand il n'y a pas d'argent sur la carte, bah, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, donc il n'y a pas de risque de découvert. La carte n'autorise pas en fait le découvert, c'est ça? C'est ça. Le dispositif en fait, donc, pas juste la carte. Les soucis d'agio, riba, ça c'est éliminé. Il n'y a pas de risque de riba, de découvert, il n'y a pas de risque de comment dirais-je, d'agio, c'est fixe, parce que le mot agio en fait, il renferme plusieurs choses. Mais quoi qu'il en soit, à aucun moment, l'établissement ne peut te permettre d'avoir un compte négatif. Et là, on risque effectivement dans ce cas-là de tomber dans le riba, parce que quand une banque finalement autorise un découvert, c'est elle qui te prête de l'argent. Et ce n'est pas un prêt gratuit, et donc un prêt rémunéré. Et là, comme chacun sait, riba dans ce contexte-là, c'est haram, et voilà, ce n'est pas permis dans le droit musulman. Mais le dispositif en fait ne permet pas ça, donc il n'y a aucun risque. Est-ce que tu peux nous donner les plus-values d'avoir un compte sur MuskPay? Alors effectivement, MuskPay, c'est un de nos clients et on les accompagne aujourd'hui pour veiller à ce que leurs produits soient effectivement conformes au principe de la finance islamique, mais pas que. On regarde également tout ce qu'ils font. À partir du moment en fait, où un acteur revendique être conforme aux règles de la finance islamique, il doit être capable de le démontrer de façon objective. Et donc, ce que MuskPay a fait, c'est qu'ils nous ont sollicité en tant que cabinet externe indépendant pour les accompagner dans la mise en place et veiller à ce que leurs produits soient conformes. Donc nous, on les a considérés comme une institution financière. Alors c'est beaucoup plus complexe que ça, il y a MuskPay et puis il y a toute l'infrastructure sur laquelle ils reposent. Et donc on a regardé en détail, on a discuté avec leurs équipes, avec leurs prestataires, avec leurs fournisseurs. On ne s'est pas simplement contenté de discuter,
On leur a demandé de nous fournir un certain nombre de documents. On a discuté, on a analysé l'ensemble de la documentation, l'ensemble des relations contractuelles qu'eux-mêmes ils ont avec leurs fournisseurs de services financiers. On a discuté avec leurs fournisseurs de services financiers et on a proposé des modifications dans et les contrats et les procédures, etc., etc. Et donc, après plusieurs réunions, donc on les a accompagnés dans la mise en place du produit en regardant vraiment le produit dans tous ses détails, donc à la fois contractuels, procédures de gestion et relations et les interactions avec l'ensemble des parties prenantes dans le dispositif. Et donc, ça nous a amené à discuter non seulement avec l'équipe MuskPay, mais pas que, avec l'ensemble vraiment des intervenants derrière, sachant que, encore une fois, c'est complexe parce que ce n'est pas un produit isolé dans un petit coin, c'est un produit financier qui s'inscrit dans une réglementation financière franco-française mais européenne. Et donc, voilà, il a fallu regarder vraiment de bout en bout le produit. Puis après, il y a beaucoup d'autres choses aussi en termes de savoir comment l'établissement utilise ses fonds. Aujourd'hui, dans une banque traditionnelle, en réalité, on ne sait pas comment notre argent il est utilisé. Et d'ailleurs, indépendamment de tout sujet de finance islamique, il y a plein de gens à travers le monde qui interrogent le système bancaire tel qu'il est aujourd'hui, parce que voilà, il y a une certaine opacité, il y a certains risques aussi. On a vu des grandes banques dans des grands pays occidentaux fermées du jour au lendemain. Donc le système bancaire tel qu'il est aujourd'hui, je vais peut-être mettre des guillemets, il est un peu fragilisé. Et donc le monsieur tout le monde s'interroge à des alternatives. Et ce genre d'initiative est une alternative parce qu'il repose sur des dispositifs moins opaques, peut-être, on peut le dire comme ça. Et en plus de ça, on sait exactement comment notre argent, l'argent des gens qui ouvrent ces comptes, il est utilisé. Comme l'argent n'est pas prêté, il n'y a pas de risque là aussi de participer à des activités non éthiques. Justement, quand tu dis on sait comment il est utilisé, on le sait que voilà, dans certaines banques, l'argent il est investi parfois dans des actions qui ne sont pas conformes à notre éthique. Au niveau de MuskPay, justement, comment ils réinvestissent notre argent? Il n'y a pas d'investissement. Donc c'est ça, tout simplement. Ton argent, il est dans le compte. C'est ça. Il y a une espèce de séquestre. L'argent, c'est pas une banque. Donc, ils n'investissent pas l'argent. Non, il n'y a pas d'investissement. L'argent, il est séquestré dans des comptes spécifiques. D'ailleurs, le statut même de la monnaie dans ces dispositifs-là, il est très particulier. Donc, l'argent n'est pas utilisé par celui à qui tu le déposes. Et l'objectif, c'est de permettre à ce genre d'initiative de grandir. Donc, la dimension internationale, elle est importante. Et de développer des services. Là, ce que je comprends, c'est MuskPay. Il réinvestit pas mon argent. D'accord ? Il n'y a pas de possibilité d'avoir de découvert. Ça ne génère pas de riba. Comment ils font pour s'en sortir? Voilà. Là j'ai mis des pincettes. Et tu peux y aller sans filtre, vas-y. Je pense que même le public, je ne suis pas intrusif à te demander leur pourcentage. Non, mais les gens veulent voir aussi que derrière ce projet-là, il est viable, qu'il est réfléchi, qu'économiquement, ils vont s'en sortir. Parce que si eux, ils veulent pouvoir continuer sur ce chemin, moi, je m'interroge. Alors oui, tu as le droit tout à fait de poser des questions sans filtre, donc il faut répondre sans filtre. Une institution de finance islamique n'a pas, par définition, elle ne s'interdit pas de gagner de l'argent. Donc à partir du moment où une institution propose des services de paiement, elle se rémunère sur les services qu'elle propose. Et donc dans le droit musulman des affaires, alhamdoulilah, on a un tas de solutions. Tu parlais de fiqh al-Bouya tout à l'heure, le droit du commerce, il y a un tas de solutions dans lesquelles on a le droit de gagner de l'argent. Les sahaba faisaient du commerce, donc il n'y a aucun problème par rapport au fait de gagner de l'argent. Aujourd'hui, MuskPay propose un abonnement mensuel. Il suffit d'inviter les auditeurs, enfin les spectateurs à regarder sur le site internet. C'est un forfait pour les particuliers, pour les étudiants. C'est du moins de 8 euros. Voilà, c'est quelques euros. C'est quelques euros. En plus, il y a des tarifs étudiants. C'est ça, c'est quelques euros. Demain, pour les professionnels, ce sera pareil. Donc, en fonction du profil de client, il y aura une proposition tarifaire qui sera faite. Et nous, en tant que conseil, on regarde, est-ce que le tarif proposé est conforme au service proposé. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a un prix
il ne faut pas qu'il y ait d'aléas sur le prix et qu'on sache exactement à quoi correspond ce prix. Voilà. Donc on regarde même les petites étoiles dans les grilles tarifaires, à quoi ça correspond. Parce que parfois le petit truc où on te dit regardez en bas du contrat c'est écrit en taille tout petit, ça on est très attentif à ces petits détails-là pour que chaque prestation soit associée à un prix qui est clair pour le client et qui voilà sans équivoque. Et il n'y a pas de frais cachés ou de choses qui pourraient porter préjudice et au client et finalement également à l'institution. Tu as un acteur externe qui vient, qui regarde et qui supervise. Et ce n'est pas simplement au début, mais c'est tant que le produit existe sur le marché, eh bien, le comité de conformité éthique, il est à côté. Parce que, imaginons demain, MuskPay change des règles ou un de ses fournisseurs change les règles. Comment on garantit au client que le produit il est toujours conforme? D'accord. Eh bien, on procède en fait à ce qu'on appelle un audit de conformité. Et donc, dans le système bancaire, il y a des audits sur plein de sujets, réglementaires, juridiques, etc. Conformité, lutte anti-blanchiment, lutte contre le terrorisme. Toutes ces règles sont applicables aux institutions financières, quelles qu'elles soient. Et donc, on nous rajoute une autre couche, qui est celle des règles du droit musulman. Donc, tu vois, ça s'additionne à toute la rigueur. On rajoute une couche de rigueur, finalement, qui fait que, d'un point de vue du client, il a la certitude que son produit il est toujours conforme. Voilà. Et selon tes connaissances avec MuskPay, toi qui connais leur noyau dur, le potentiel qu'ils ont, eux, ils ont pour projet justement de faire pousser leur projet à l'international? Alors oui, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils nous ont contactés, nous, parce que nous-mêmes, on est un cabinet international. Et donc, voilà, ils avaient besoin d'être accompagnés dans différents pays. Et donc la France, France-Europe, c'est la première étape. C'est ça. Puis, d'accord. C'est ça, c'est porté par des Français. Sur le long terme, ils seront amenés à faire des prêts, vendre des logements. Ils se projettent. Tu as une idée de leur futur projet ou... Il y a quelque chose d'intéressant parce qu'il y a une forte couche technologique. Et aujourd'hui, le monde financier, il est en pleine mutation à cause justement de la technologie. On entend des mots un peu barbares pour certains, la blockchain, les cryptos, le financement instantané, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui font que c'est bien que des initiatives comme celle-ci, portées par des nouvelles générations, par des jeunes qui vivent avec leur temps et qui viennent un petit peu bousculer le monde financier dans ses habitudes. Et donc oui, en tout cas on l'espère et on leur souhaite, c'est qu'ils développent un tas d'autres produits. Je crois que dans leur feuille de route, il y a des produits d'abord d'investissement, des produits d'épargne. Tout ça, ça va se faire avec eux et d'autres fabricants de produits financiers auxquels on va à chaque fois soumettre un cahier des charges dans lequel il y a respect des règles du droit musulman, supervisé par un comité de conformité éthique de spécialistes. Et donc dès l'instant que le fabricant accepte, eh bien, le produit peut être commercialisé et suivi et audité en permanence. C'est très important parce qu'il ne suffit pas de dire aujourd'hui c'est conforme, c'est ça. Mais dans 1 an, dans 2 ans, est-ce que ça l'est toujours? S'il n'y a pas de suivi en fait. Il faut qu'il y ait toujours un suivi parce que c'est tellement complexe et ça évolue tout le temps qu'on doit être là. Donc, alors, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est qu'ils proposent ou ils vont proposer des choses pour le calcul de la zakat, pouvoir verser directement sa zakat à une association. Tout ça, finalement, ce ne sont que des services. Il y a des partenariats qui vont être faits entre MuskPay et des assos. C'est ça. Des ONG humanitaires, ça. C'est ce qu'ils souhaitent faire. Et donc, typiquement, c'est encore un service qui peut être proposé. Le client, il peut, à partir de son application, en quelques secondes, faire le versement de sa zakat ou d'une sadaqa, au sens large du terme, à une organisation, là aussi, qui aura été regardée soigneusement pour pas que l'argent soit donné à n'importe qui et n'importe comment. Et donc, en tout cas, on espère qu'ils vont pouvoir développer plein de solutions, notamment des solutions de financement. Je crois que sur le court terme, ils veulent ouvrir d'abord leurs produits aux professionnels. Ah, c'est bien. Donc, un compte pro. Un compte pro, il va pouvoir avoir un compte de paiement. Excellent. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, il va dire « Oui, mais moi, j'ai besoin de financer les salaires de mes salariés. Comment je fais J'ai besoin de financer le stock. » Et donc voilà, c'est un tas de choses
qu'il va falloir développer pour pouvoir équiper un client sur l'ensemble des produits financiers. L'objectif, c'est de pouvoir équiper, je ne vais pas dire la communauté musulmane, mais finalement la communauté des gens qui s'intéressent à des produits éthiques. D'accord. D'ailleurs, c'est intéressant, leur équipe, il n'y a pas que des musulmans dedans. C'est intéressant donc, de voir qu'il y a des gens de différentes confessions qui s'intéressent à la finance islamique, finalement, non pas parce qu'elle est islamique, mais parce qu'ils en ont compris les valeurs. Et donc, finalement, on se retrouve sur des valeurs qui sont universelles et qui font qu'aujourd'hui, la finance islamique, elle est regardée et elle est même portée parfois par des personnalités politiques ou pas, et qui sont convaincus des valeurs qu'elle porte, davantage qu'une quelconque dimension idéologique finalement, ou exclusivement religieuse. D'ailleurs, nous on dit toujours, et on le répète et on le martèle, la finance islamique n'est pas réservée aux musulmans. À partir du moment où on respecte le cahier des charges technique, dans lequel il y a une dimension droit musulman des affaires, on se rend compte que finalement tout le monde peut participer à ce marché, à partir du moment où on en respecte les règles. C'est comme finalement même dans l'industrie agroalimentaire. Quand tu vas dans une grande surface et que tu achètes un produit halal, quand tu arrives à la caisse, on ne te demande pas est-ce que tu es musulman. Exact. Tout le monde peut le consommer. On apprécie ou pas la qualité, c'est une appréciation totalement individuelle. D'accord. Voilà. Et pareil, on ne va pas demander à la caissière est-ce qu'elle est musulmane ou pas, parce qu'à un moment donné, elle intervient dans le process. On regarde est-ce que le cahier des charges, il est respecté de bout en bout. Et c'est ça qui est le plus intéressant. D'ailleurs, le produit de MuskPay, il grandira aussi, et en tout cas c'est ce qu'on leur souhaite, parce que des non-musulmans aussi y souscriront, chacun pour des raisons qui sont l'uniciennes. Il y en a plein qui disent « ouais, moi le système bancaire, ça ne me plaît plus. Je veux quelque chose où je sais comment mon argent il est utilisé. » Les produits financiers de finance islamique s'adressent au monde avec un grand M, et ils sont éthiques avec un grand E. Quand on dit que la finance islamique n'encourage pas ou interdit, ou même on peut dire condamne, l'investissement dans un certain nombre de secteurs d'activité, tels que les jeux de hasard, la pornographie, l'armement, le tabac, etc., il y a plein de gens finalement qui se retrouvent autour de cette éthique, non pas pour des raisons exclusivement religieuses, mais oui, tout ce qui nuit à la santé. Aujourd'hui, on parle d'environnement, de développement durable, de protection de la planète. Et aujourd'hui, quand tu as des rapports scientifiques qui sont faits sur la protection de la planète, eh bien, nos savants tiennent compte de ces rapports scientifiques qu'ils mettent en exergue avec les grands principes qu'on a dans notre belle religion. Et finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de points communs. Il y a une harmonie. Barakallahu fik mon frère Abou Bakr pour toutes ces informations très utiles. Qu'Allah Tabarak wa Ta'ala te récompense et t'élève. J'ai été très ravi, très honoré de cette rencontre. Qu'Allah te préserve. Barakallahu fik. Pour nos frères et nos sœurs qui ont entendu cet échange, vous avez pu voir que par la grâce d'Allah Tabarak wa Ta'ala, nos frères s'organisent, ils essayent de faire évoluer les choses en apportant justement la touche éthique là où il faut. Et alhamdulillah, nos frères sur le projet MuskPay, pour moi, ils sont en train de faire un des projets qui est nouveau. Il y a probablement des gens qui ont fait comme eux ou mieux qu'eux, que je ne connais pas. Mais me concernant, c'est la première fois que je rencontre des gens qui sont très transparents. Et surtout, et ça c'est le point qui m'a motivé en fait pour mettre en avant un projet comme celui-là. Parce que quand même, quand tu vois, c'est économique, c'est un business. Moi, m'y mêler à ces choses-là, sachant que moi, pour être transparent avec vous, je ne suis pas rémunéré personnellement quand je fais ce type de projet. Mais ce qui m'a motivé, c'est surtout la plus-value en fait qui est apportée au sein de la Ummah. C'est qu'on peut, en tant que musulman, consommer de manière éthique. Consommer de manière éthique. Réfléchir et agir en étant en adéquation avec nos principes religieux
Et MuskPay est une très très belle opportunité pour nous. Quand je dis pour nous, c'est nous musulmans, mais également nos concitoyens dans ce pays qui sont soucieux, comme l'a très bien signalé tout à l'heure mon frère Abou Bakr, de comment est géré mon argent, etc. etc. On implore Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce projet, on implore Allah subhanahu wa ta'ala de leur faciliter son évolution, son développement. On implore Allah tabaraka wa ta'ala de les bénir et on les soutient. On les soutient en partageant cette vidéo et surtout, ils ont une application que vous pouvez retrouver aujourd'hui sur vos smartphones, MuskPay, où justement l'ouverture d'un compte bancaire pour vous, pour vos enfants, se fait très rapidement. Et puis voilà, au moins de cette manière-là, au niveau de vos sous, alhamdoulilah, tout est fait de manière éthique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous facilite et qu'il vous récompense. Rappelez-vous que le prophète il a dit Ad-dalu ala al-khayr kafa'alih, celui qui indique un bien, c'est comme si qu'il l'avait fait. Soyons des relais pour transmettre le bien. Soyons des relais, des acteurs positifs qui relayent le bien. Et sans trop tarder, barakallahu fik une dernière fois. Et je te dis à très bientôt. Je pense qu'on prendra les questions de nos auditeurs, Inch'Allah, et on essaiera d'en faire une rencontre pour répondre à pas mal de questions sur la finance islamique, parce que c'est vrai que les gens, ils ont soif et faim d'informations à ce sujet. Avec plaisir. Jazakallah khair, à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.